Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la série Comment démocratiser la France, une émission du MCP, du Mouvement Constituant Populaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Clément qui nous présentera l'Alliance éco-citoyenne. Salut Jérémy. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Alain. Alors, c'est une émission interactive. Vous pouvez laisser vos questions. Donc, je vous encourage de laisser vos questions et puis la régie va les remonter en fin d'émission. Alors, Jérémy, la première question que je te poserai, c'est quels sont les objectifs de l'Alliance éco-citoyenne? Comme beaucoup, créer les conditions pour l'union, euh, avoir des résultats sur tout ce qui paraît inégal ou injuste, hein, ou inefficace au sein de notre société, être en mesure de proposer des solutions sur un projet de société autre que celui qui nous est présenté dans cette société-là, très néolibérale, très capitaliste, qu'oublient beaucoup de gens sur le passage. Donc voilà, c'est à la base une initiative d'un ami qui s'appelle Jean-Marc Governatori, qui souhaitait unir des blocs qui étaient le bloc régionaliste, donc ces citoyens, ces élus qui souhaitent une décentralisation des pouvoirs de Paris. Le bloc écologiste indépendant, tous les écologistes qui traitent de la démocratie alimentaire, de la démocratie sociale, énergétique, et puis d'une autonomie et d'une résilience plus saine. Et puis du bloc citoyen représenté par des dizaines, des centaines, des milliers comme toi, comme moi, etc., etc. Donc ça, c'est né le 16 octobre à Marseille lors d'une grande réunion où il y avait les acteurs, les premiers acteurs, on va dire, de cette initiative. Et puis ça a perduré dans la foulée, puisque Jean-Marc Governatori, en dehors de son expérience et de ses réseaux qu'il a mis sur la table, il a aussi mis des moyens qui nous ont permis de nous structurer très rapidement. Donc un site internet interactif, plateforme de vote, réseau ultra sécurisé, professionnalisation de nos réseaux et des plateformes de diffusion. Enfin bref, disons que ça a facilité des alliances dans lesquelles beaucoup de gens compétents étaient occupés, mais ont pu, en plus d'exercer leurs compétences, se mettre au service de diverses initiatives. Et les initiatives, on est sur tous les secteurs, hein, on souhaite intervenir et influer sur le champ électoral, mais aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit le pouvoir de vivre, le pouvoir d'achat, la démocratie, ce qui est un des sujets phares et central et d'une belle expertise de la part du MCP. Et puis voilà, on est en train de bâtir, on est en train de construire. Les initiatives que l'on a lancées sur certains sujets pour l'instant tiennent la route. Ça ne veut pas dire qu'on va obtenir 100% de résultats, mais ça veut dire qu'on est en bonne voie. Donc voilà pour l'heure à peu près qu'est-ce que l'AEC, donc l'Alliance éco-citoyenne. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un programme très précis ou est-ce que l'idée, c'est plutôt d'avoir un programme très large de façon qu'au fond, pour essayer de constituer un pôle populaire par opposition au pôle, je ne sais pas comment l'appeler, le pôle élitaire ou le pôle des dominants. Est-ce que c'est donc plutôt quelque chose de très large où beaucoup de gens avec des opinions même différentes peuvent venir, ou bien est-ce que vous avez un programme relativement précis? On a les deux. On a une ligne conductrice qu'on en appelle notre tract à évolution permanente, qui lui réunit les axes centraux, les objectifs qui font déjà consensus, tels que la démocratie et donc, par exemple, des objectifs constitutionnels tels que vous avez pu le travailler, inscrits dans l'alinéa 3 de l'article 89, donc le rite constituant permanent et populaire, les modifications sur divers articles de 3, la redéfinition de l'article 27, etc., etc. Mais on a aussi des objectifs qui sont vraiment, on part du principe que le pouvoir d'achat, en attendant d'aller l'avoir naturellement au sein de la vie de tous les jours et par le système, on peut déjà l'obtenir par nous-mêmes. Le premier acte de foi qu'on peut faire, c'est déjà vivre autrement et stopper la surconsommation, ce qui veut dire combattre le capitalisme de connivence qui ruine notre santé et dans lequel on va payer dans les grandes surfaces et autres des produits dont on n'a pas forcément besoin et qui ne sont pas forcément sains. Ça, on a tous un travail à faire, moi le premier. Hein, quand je parle de ça, c'est que moi-même, j'ai des choses chez moi qui n'ont pas leur place aussi bien pour la vie de tous les jours que pour mon alimentation ou mon bien-être. Ils sont là parce qu'on a un système qui nous a habitués à consommer
et puis qui fait qu'on en réclame toujours plus. Et ben, il y a ce genre d'éducation populaire qui peut être fait, mais on a aussi de l'appui, et je vais rester sur le thème, je sais que la démocratie, il y a un travail formidable qui a été fait de votre part, et sur la démocratie, pour nous, l'alimentation rentre dedans, la démocratie alimentaire fait partie. On peut combattre à travers des circuits courts et à travers une autre alimentation ce système. La démocratie sociale et solidaire, il y a quelque chose à faire aussi sur ce sujet, où actuellement c'est les associations qui s'en emparent, mais on voit qu'à travers le mouvement des Gilets jaunes, il y a des réseaux solidaires qui se sont organisés, qui sont très forts, que ça soit pour les gens, pour un toit sur la tête, ou pour l'alimentation, les jardins partagés, ou tout simplement le troc et le partage. Et puis vous avez d'autres sujets, comme le militantisme, le fait de mener des actions concrètes sur des points précis, ou alors de manière plus large, en venant informer, tel que vous le faites, les citoyens sur comment il serait possible de gouverner demain dans le pays autrement qu'avec des élus qui, pour la plupart, sont complètement déconnectés de la réalité de nos vies de tous les jours. Voilà. Et concernant, donc tu as parlé du MCP déjà juste maintenant, concernant l'aspect MCP, donc tu sais, tu sais bien sûr que mais je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, l'idée du MCP, c'est que la priorité, c'est de rendre le pouvoir au peuple et que ça va vraiment changer la vie quand le peuple aura le pouvoir et que la façon de rendre ce pouvoir au peuple, c'est d'instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et puis en particulier le RIC constituant, celui qui permet à des citoyens de soumettre au référendum leurs propositions de modification de la Constitution sur un sujet de leur choix. Et ça, c'est donc le RIC constituant à bien distinguer de la convocation d'une constituante, ça serait autre chose. Donc l'idée du MCP, c'est que pour rendre le pouvoir au peuple, il faut instaurer ce RIC constituant et puis aussi le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution, de sorte que les élus puissent pas défaire en catimini ce que le peuple décide. Et ces deux points-là, donc, j'imagine qu'ils sont inclus parmi les objectifs de l'Alliance éco-citoyenne. Alors, évidemment qu'ils sont inscrits puisqu'on s'est inspiré de tout ce qu'il y avait de mieux. Alors, on a demandé l'autorisation. On n'a pas récupéré. On a la chance d'avoir le travail du MCP parce qu'on l'a demandé et qu'on nous l'a fourni, ce qui nous permet de nous appuyer sur des bases. On a aussi le travail de David Prost et de Roland Gontard du Vrai Débat qui sont a priori pas sur les... Alors, évidemment, il n'y a pas les 1000 et quelques revendications, mais vous en aviez 59 qui étaient retenues. On a demandé l'autorisation aussi de pouvoir les utiliser. Et on a fait la même chose avec ce qui avait été retenu des 151 revendications des sorties de la Convention citoyenne pour le climat, que les notes soient populaires ou impopulaires, il y avait des choses qui faisaient consensus sur ces domaines. Donc on en a tiré le meilleur. À ça a été rajouté les évidences qui peuvent concerner l'amélioration et la vie des Français. Mais il est évident que si un jour on veut pouvoir l'avoir la main, il va falloir que, et c'est là où je trouve la démocratie intéressante, et où elle n'a pas de limite sauf là où nous les mettons, c'est que si on est capable de fonctionner par étapes, on a des chances de pouvoir arriver à quelque chose. Mais à ce jour, demander à 67 millions de Français, ou même à 48 millions, ou même à 20 millions de Français, de s'emparer des prises de décision que concernent leur vie, ça leur passe au-dessus de la tête. Je ne connais pas le chiffre du noyau des citoyens en France ou le nombre qui souhaiteraient pouvoir passer du temps chaque semaine à s'impliquer sur ces sujets. Je sais qu'il y a une masse non négligeable, mais je ne suis pas sûr que ça représente plus de 5 ou 6% du pays. Et je pense que déjà, par exemple, sur le sujet de la démocratie, il serait déjà pertinent d'avoir une cartographie ou un socle commun dans lequel tous les acteurs actifs ou passifs ou désireux de pouvoir rentrer dans des processus qui leur permettent d'être écoutés et d'être entendus, et ce qui pourrait nous amener un jour à avoir peut-être une séparation des pouvoirs ou des changements constitutionnels. Mais pour l'heure, ces changements constitutionnels, il n'y a pas 50 moyens de les obtenir. Ça passera par les urnes. Et quoi qu'on en dise, oui, le bourrage d'urne existe, je l'ai vécu, on l'a vécu au régional, c'est pas agréable, et d'autres l'avaient vécu avant nous, et on le revivra encore. Mais si demain on est capable d'unir nos forces sur des sujets comme celui-là et d'autres, et elle est là la clé peut-être, elle n'est pas de se soucier, peut-être que les démocrates devraient se soucier de l'alimentation et que ceux qui sont axés sur l'alimentation devraient un peu plus se soucier de la démocratie.
parce que quand on analyse tout ça, tout est lié en fait. Donc nous, notre stratégie, elle est assez simple, elle est de fonctionner par étapes. Aujourd'hui, tout le travail qui a été mis sur la table, il est exploitable de la part de tous les experts, de la part de tous les citoyens qui ont bossé. Je parle pas. Il y a les ADA aussi qui ont fait un bon boulot. Il y a Stéphane Gréchel de la Première Démocratie qui, lui, a, pour les adhérents, une carte de langue qui leur permet de tout voter jusqu'au règlement intérieur du fonctionnement du mouvement. Donc, il y a de belles choses qui existent. Le tout est de faire en sorte qu'elles puissent s'exploiter à l'échelle locale. Et pour ça, l'AEC, son truc à elle, elle a pour ambition de pouvoir être en capacité de structurer, de coordonner et de pouvoir organiser tout ça, non pas seulement en interne, mais en invitant tous les acteurs à s'emparer des sujets qu'ils maîtrisent. Donc on en est là, il y a un socle solide, il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui attendent des résultats et qui attendent des réponses ou une force de proposition différente de l'appareil politique et au vu de la situation dans le pays. Après, c'est à nous d'y répondre. C'est à chacun de faire sa part parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, on peut être expert dans son domaine ou avoir raison dans tout. Si on n'est pas capable de le légitimer sous une forme ou sous une autre et d'informer les gens que ça existe et qu'on n'est pas obligé de tout détruire pour reconstruire, mais que humainement, on a la capacité de pouvoir fonctionner en termes d'intelligence collective avec des outils et des solutions qui existent, bah allons-y. C'est ce qu'on compte faire. Oui, c'est intéressant effectivement de réunir les idées de tout le monde dans cette intelligence collective. D'ailleurs, dans 2 semaines, à cette même heure, l'émission sera consacrée justement à l'intelligence collective, le 25 janvier. Euh, un point, tu as dit, il y a un noyau qui doit être relativement petit de gens qui sont prêts à s'investir chaque semaine pour réfléchir sur les questions, disons, quelles décisions il faut prendre sur tel ou tel sujet. Une chose qui est intéressante avec le RIC, c'est qu'au fond, on n'a pas besoin de... Le RIC, il demande relativement peu d'efforts. Si je compare, par exemple, à des assemblées citoyennes où il faudrait aller très régulièrement chaque semaine, par exemple, le RIC, c'est... Par exemple, en Suisse, c'est tous les 3 mois, 4 fois par an. Et puis, il y a plusieurs sujets. La prochaine fois, c'est en février. Il y a 4 sujets au niveau fédéral, par exemple. Il va y avoir 4 sujets en février. Voilà, donc c'est tous les 3 mois. 4 sujets, c'est peut-être la moyenne. Peut-être c'est plutôt trois sujets par journée. Donc, c'est encore raisonnable comme effort à fournir. Et puis, ça permet aussi comme c'est des citoyens qui initient, alors ils peuvent tout à fait initier sur, tu parlais de la nourriture tout à l'heure, ils peuvent initier, d'abord ils peuvent instaurer d'autres RIC que le RIC constituant, et puis ils peuvent aussi fixer des grandes lignes des politiques qui peuvent faire des choses qui sont par exemple en rapport avec la nourriture en utilisant le RIC. Et la question c'est, est-ce que ce RIC ne devrait pas avoir un... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont au même niveau, mais j'ai sur l'impression beaucoup de sujets différents. que le RIC, il a un autre statut quelque part. Enfin, rendre le pouvoir au peuple a un autre statut, parce qu'en rendant le pouvoir au peuple, on peut faire toutes ces autres choses, sur la nourriture, etc. Tandis que réciproquement, si on a fait des choses sur la nourriture, ça n'a pas encore véritablement rendu le pouvoir au peuple. Donc, j'ai l'impression que c'est pas tout au même niveau, mais que rendre le pouvoir au peuple est Ouais, prioritaire. Qu'est-ce que tu tu en penses? sais, tu sais, c'est plus facile de réfléchir et d'agir le ventre plein que le ventre vide. Et quand tu prends les chiffres du taux de pauvreté dans le pays qui s'accélère de mois en mois, tu te dis qu'à un moment donné, quand tu as l'estomac vide, tu penses plus à comment le remplir qu'à comment démocratiser ta vie et ton pays. Et on en est là aujourd'hui. Les priorités se confondent parce qu'elles sont toutes prioritaires. Et plutôt que de vouloir s'attaquer à une de front en se disant on a besoin de cette passerelle, eh ben, on considère que plutôt que de construire une passerelle, on va en construire plusieurs en même temps. Ce qui permet à chacun de ne pas être oublié et ce qui permet de favoriser, de créer les conditions pour l'union. On l'a fait notamment, on avait lancé une initiative où on a réuni nos candidats présidentiels, donc citoyens annoncés. Moi, je peux vous assurer qu'il se passe un truc énorme parce que même si ça ne fait pas l'unanimité auprès de la vingtaine de candidats,
vous avez une majorité qui est en train d'organiser un gouvernement présidentiel ou une collégiale présidentielle dans lequel eux-mêmes se posent la question de se rassembler sur les points qui les rassemblent pour être sûr que plutôt que d'avoir des échecs de candidature, on en ait une qui aboutisse soutenue par les autres. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir, mais ils ont au moins le mérite, à travers une initiative toute simple qui a pris 5 heures, enfin 5 heures d'émission, mais quelques semaines de travail, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a juste fait une mise en réseau. On a fait des mises en relation et on a créé les conditions pour qu'ils puissent tous être mis sur le pied d'égalité et que nous, on leur montre la reconnaissance, le respect qu'il leur est dû pour le courage de s'engager sur un terrain qui est ultra miné et dans lequel tout est verrouillé. Donc, pour ça, on les salue. Après, ils sont conscients qu'ils ont une responsabilité sur ce terrain et que vaudrait mieux, à la limite, j'aimerais qu'on ait le choix de se dire que on pourrait avoir 2-3 candidatures émergentes, mais si déjà on en avait une, et peu importe laquelle, je ne doute pas que si c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux et des problèmes du pays, c'est quelqu'un qui s'appuiera sur la base du socle populaire et certainement du bloc écologiste ou régionaliste pour pouvoir préparer un projet de société qui, au travers de la démocratie et de tous les gros enjeux, nous permettrait de répondre à tout. Aujourd'hui, les enjeux, on en est là. La démocratie, c'est certainement la solution pour nous permettre de tout rééquilibrer et de pouvoir vivre dignement. Mais c'est pas pareil, c'est pas le cas dans la tête de tout le monde. Il y en a pour qui ça va être d'autres priorités. Et si on veut vraiment créer les conditions, il faut être capable de répondre à tout le monde. Et c'est pour ça que la pluralité de l'AEC, mais comme d'autres collectifs, on n'est pas les seuls, hein, loin de là, c'est justement d'être en capacité de pouvoir s'écouter et que quand on n'est pas d'accord, là, on utilise la démocratie et les outils qui nous sont mis à disposition, comme certains membres de Décidemos qui sont présents à nos côtés pour nous aiguiller, mais aussi Antoine Guigné de la Task Force, qui joue un rôle à la fois de facilitateur, mais aussi de conseiller. Voilà, on n'a pas fait que prendre des données, on a aussi des gens qui acceptent de prendre du temps pour nous aider à nous professionnaliser et à naturaliser la démocratie. Le jour où on parlera plus de RIC, c'est le jour où le mode de fonctionnement que l'on aura employé sera devenu complètement naturel. Et là, je pense qu'on peut toucher des gens. Beaucoup plus. Effectivement, c'est important de discuter et cette mise en réseau, ne serait-ce que parce que s'il y a 10 candidats avec chacun 50 parrainages, c'est pas très utile. Maintenant, donc, on rentre vraiment dans la partie stratégie. Donc, c'est par les urnes. Au fond, là, la première question, c'est qu'est-ce que disent tes amis gilets jaunes, disons, est-ce qu'ils sont d'accord avec cette stratégie par les urnes ou est-ce qu'ils sont toujours opposés à avoir des représentants? C'est aussi ça la démocratie. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne le sont pas. Après, au bout de 3 ans passés, il y a quand même une forme de respect. C'est-à-dire que dans nos rangs, il y avait des fois des distorsions qui pouvaient faire qu'on n'était pas tendres les uns avec les autres. 3 ans après, au vu de la situation, je pense que même quand on n'est pas forcément d'accord, on prend sur nous. Et puis on se dit, peu importe qui franchit la ligne d'arrivée, le principal, c'est d'être efficace et d'obtenir des résultats. Donc, on est dans cette optique-là. Pour le reste, moi, je ne me prends pas la tête. On ne fera jamais l'unanimité, que ce soit dans les Gilets jaunes ou dans les citoyens ou en général. Moi, ce que je ne veux pas, c'est me retrouver dans une lutte des classes dans laquelle le bloc populaire, il n'aurait pas son mot à dire. Mais ce que je ne veux pas non plus, c'est que les autres blocs et les autres classes sociales n'aient plus leur place dans ce pays. On a vu aussi par moments la démocratie être en capacité de virer une minorité qui mène une dictature pour une autre minorité très radicale. Est-ce que c'est ça? Je veux dire, remplacer, il est évident que là, il nous faut un remplacement, il nous faut un grand remplacement, il nous faut un projet de société différent avec un changement de paradigme dans lequel les choses, on ne traitera pas des problèmes d'insécurité en mettant plus d'hommes ou plus de policiers ou en faisant plus de répression. On pourra traiter les problèmes de sécurité en ayant mis les citoyens autour de la table et en ayant fait en sorte que chaque citoyen ne soit pas oublié, que ça soit sur l'aspect matériel, mais aussi l'aspect moral. Il y a un besoin de reconnaissance chez les citoyens.
Ce mouvement des Gilets jaunes, il a révélé de l'honneur, il a révélé de la fierté, il a révélé de l'engagement. Il y a des gens qui ont dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et c'est pas fini. Pour tous ceux qui disent que c'est fini, les Gilets jaunes, pour la plupart, ont fait tomber le maillot. Mais certains l'ont gardé, mais peu importe. Il y a une philosophie qui est née dans ce pays qui dit que maintenant, le citoyen, quand il a une question à poser ou quand il a quelque chose à exprimer, il doit pouvoir le faire. Et ce que ça a montré, c'est ses limites. On a vu qu'on était là pour élire des maîtres, élire des gens. Alors, je ne parle pas dans la majorité parce que je peux vous assurer que pour discuter avec tout le monde, il y a beaucoup d'élus qui sont dans cette optique de démocratiser le pays et de pouvoir régler et de pouvoir répondre aux attentes des citoyens et du bien commun et non pas à des intérêts des multinationales ou des labos pharmaceutiques. On a des gens comme ça. On compte sur eux de toute façon, à la fois pour conseiller et suivre tout ça, mais aussi pour pouvoir être présent à côté des citoyens. Ces gens-là l'ont compris. Demain, ce qu'on veut, c'est des garants, des élus qui soient garants de nos institutions, garants de notre démocratie, garants de notre pouvoir d'achat, garants des priorités, des besoins du pays. Et à ce moment-là, on pourra se soucier et se tourner sur l'extérieur tel qu'on a pu le faire pendant des décennies. Mais d'abord, il faut qu'on retrouve nos codes pour pouvoir garder nos valeurs. Parce que nos valeurs et notre identité, on est en train de nous l'enlever. Et on est en train de nous l'enlever en nous divisant les uns les autres sur tous les sujets. La démocratie est un bon moyen de pouvoir poser les choses sur la table. Voilà. Il y a souvent des gens en désaccord qui, à travers des processus constituants ou autres, ont permis finalement de faire consensus et de s'enlever ces lignes rouges qui faisaient qu'ils s'opposaient. Et je pense qu'on est en train de voir que l'opposition se transforme en débat ouvert, même dans les chaînes mainstream. Et je pense que ça, on doit le féliciter, l'encourager pour que ça puisse aussi se démocratiser dans ce système. Parce qu'il y a ce que nous, on est capable de faire et il y a aussi ce que le système est capable de voir. Le top serait qu'on n'ait pas besoin de l'élection pour montrer l'exemplarité ou le monde que l'on souhaite pour demain. Mais ça dépend que de nous. Il nous faut plus d'acteurs, il nous faut plus de gens qui participent, il nous faut plus d'actions coordonnées sur le terrain, il nous faut plus d'autonomie. Et tout ça, il faut qu'on se donne les moyens de l'obtenir. Concernant les candidats, donc la stratégie, c'est par l'élection, donc il y a des candidats. Et quel est le dénominateur commun des... Tu avais parlé tout à l'heure d'une vingtaine de candidats dans l'émission du 4 janvier. Est-ce qu'ils ont un dénominateur commun ou pas? Alors déjà, là, actuellement, je crois ils sont 24. Ils sont 24. Je crois qu'il y a eu un départ aujourd'hui, mais j'ai pas plus d'informations que ça parce qu'on ne s'en mêle pas. On cherche pas. En fait, on a juste dit que nous, on serait très fort s'il y aurait un candidat parce qu'on pourrait appuyer derrière. Pardon, tant en termes de visibilité que de moyens financiers, puisque Jean-Marc a promis une levée de fonds conséquente s'il y avait une candidature qui émergerait. Et puis, on a toujours notre ami Olivier Rouault, qui, lui, quand il allume son téléphone, fait des vues, donc attend avec impatience des annonces extraordinaires. D'ailleurs, il fera un live demain pour parler un petit peu plus de ce qui se passe en interne sur le sujet des candidats. Là où je voulais en venir, c'est que euh, nos candidats, ils sont conscients de la responsabilité qui les incombe. Euh, sur le fait que leur parrainage ne valent que s'ils en ont suffisamment pour que au 4 mars au plus tard, ça puisse être déposé définitivement. Mais avant ça, il y a un travail à faire. Il va falloir renvoyer les équipes il faut que chaque candidat renvoie ses équipes pour aller retravailler les candidats sur un nom. Et ça, c'est aussi difficile que se mettre d'accord sur un seul nom. Le système est fait ainsi, il nous faut un nom. Si on pouvait en envoyer 20, eh ben, ils mériteraient toute leur place. Le problème, c'est que le système, il faut le combattre avec ses règles. Et ces règles, elles sont aussi ignobles soient-elles. Et ben, c'est comme ça qu'il faut y aller. Donc, sur le sujet de la politique, effectivement, il faut aller aux élections. Maintenant, il n'y a pas que ça. Les élections là qui sont devant nous, on va les gérer. On essuiera les plâtres comme on peut sur les présidentielles, ou alors on va avoir de nouveaux héros qui vont naître et qui vont nous faire une belle surprise. Quoi qu'il arrive, on sera tous responsables si ça échoue. Mais les législatives, je peux t'assurer, cher Pierre-Alain, que on est prêt. On est en train de remplir les cases dans chaque circo. On est sur une ligne commune que l'on va défendre, donc une communication, une stratégie commune. On a l'imprimeur et la propagande qui est réservée. Et je peux t'assurer que là, en fonction de ce qu'on fera au présidentiel ou de ce qu'on sera capable de porter à travers une candidature que l'on soutiendra, les effets peuvent être très très bons, de la même manière que ça peut ne rien donner si on n'a pas rempli toutes les cases.
est-ce que cette ligne commune, ce socle commun, est-ce qu'il est déjà publié dans toute sa précision, enfin, est-ce qu'il est disponible déjà? Oui, sur le site internet alliance-éco-citoyenne.fr. Oui, oui, il est disponible, il est mis à jour, il y a un blog, il y a des articles de presse quotidiens qui parlent. Jean-Marc Governatore aime bien parler de Podemos à la française. Ben, c'est un petit peu le reflet de ce qu'on est en train de faire et surtout, et c'est ça qui est génial, mais je sais que vous vivez aussi comme ça en interne, on est en train de vivre la démocratie naturellement, sans se faire des nœuds au cerveau, sans se mettre des règles et des règles par-dessus des règles qui nous empêchent d'avancer et d'être efficaces et constructifs. Donc ouais, non, c'est plutôt positif. Et donc les candidats, tu disais, bon, il y en avait 20 avant, mais il y en a déjà plus. Donc il y a encore, disons, la liste des candidats n'est pas définitive. Elle peut encore augmenter. Et est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des candidats, par exemple, que vous avez refusés? Euh, alors, pas de candidat, mais une initiative, oui, une, mais tout simplement parce que cette personne était grossière avec des membres de l'équipe, moi y compris, dans des lives, et que à partir du moment où on est là pour unir, c'est comme si moi je citais son nom, bah, je suis pas sûr que ça ferait les affaires de l'Union, donc je le cite pas. Et oui, oui, bien sûr, la démocratie ne veut pas dire qu'un cadre de valeur ou de respect n'est pas nécessaire, bien au contraire, il est plus qu'utile dans ce genre de moment. Donc non, non, on a des médiateurs aussi en interne pour quand il y a des disputes qui peuvent naître d'un désaccord ou d'un saut d'humeur, parce que quand vous êtes des centaines de bénévoles à bosser ensemble, bah, il peut y arriver en fonction de l'application des uns des autres ou des problèmes des uns des autres, que de temps en temps, le timing ne soit pas le bon vis-à-vis de certains. Donc on fait attention à ça pour éviter que, que de perdre des personnes de bonne volonté, des personnes de valeur, parce que là, vous voyez Mabouille, mais Mabouille, si elle parle de l'AEC, c'est que vous avez des gens derrière qui sont en train de fournir un travail et de construire quelque chose qui, en termes d'organisation et de structuration, tient vraiment la route. Le bénéfice sera quand on aura finalisé tout ça et qu'on aura additionné votre maillage territorial avec le nôtre et celui de Réunion Force Vive et celui de Pierre et de Paul et de Jacques. Voilà. Comment disons, la campagne va se dérouler? Donc, tu as parlé déjà de la séance, enfin, de l'émission que vous avez eue, ou de la rencontre que vous avez eue le 4 janvier. Et quelles sont au fond, les étapes qui sont prévues? Les étapes, ben, ça dépend. Alors, sur le sujet présidentiel, on n'en est pas maître. Hein. Nous, on est juste un soutien qui avons créé des conditions et qui avons mis nos réseaux sur la table pour les réunir. La responsabilité et les décisions appartiennent aux candidats et aux initiatives qui tournent autour des candidats. C'est-à-dire que c'est à eux soit de nous proposer un nom, soit de nous demander un coup de main en apportant à travers les spécialistes que j'ai pu citer tout à l'heure, ou même vous, si vous souhaitiez y participer, des processus qui permettent de faciliter un nom. On leur a aussi proposé peut-être de réduire le champ d'action avec quelques noms, ce qui nous faciliterait la vie à nous, par exemple, où on pourrait se permettre d'inviter, parce qu'il y a beaucoup de liveurs qui ont envie de participer ou qui le faisaient déjà, mettre en avant des candidats. Nous, on imaginait peut-être 5 noms qui ressortaient, où ces 5 personnes feraient 5 lives à la même heure chez un liver chaque jour et changeraient de liver pendant les 5 jours. Vous aurez le même temps de parole. Et puis organiser une plateforme de vote à côté qui, elle, permettrait de comptabiliser un minimum de 100 000 voix avant qu'on acte le vote définitif. On a proposé un tas de solutions, mais la décision appartient aux candidats. Elle n'appartient pas à nous, on sera qu'un soutien parmi tant d'autres. Il y aura d'autres structures et d'autres initiatives qui feront partie de l'alliance ou pas, qui de toute façon s'aggloméreront derrière un choix, puisque de toute façon, on a le choix entre rien ou le moins pire. On aimerait bien se donner les moyens d'avoir un choix qui ne soit pas parfait, qui soit peut-être pas comme on l'a imaginé, mais dans lequel nous, les citoyens, pourrions avoir les moyens d'en créer le contrôle. Ben ça serait déjà pas mal. On gagnerait 10 ans peut-être. Et donc, c'est pas une primaire comme la primaire populaire. Non. J'ai l'impression, premièrement, parce que la primaire populaire, elle est plutôt à gauche, alors que j'ai l'impression que là, vous êtes plus large.
Oui, Et puis, c'est pas le primaire non plus non, au sens où les candidats s'engagent à se désister pour les autres, etc. non. Pour l'instant, ils sont en phase de discussion pour savoir ce qui les rassemble. Vous avez des gens qui sont pour un Frexit pur, d'autres qui sont pour une Europe sociale, certains qui sont pour uniquement la démocratie et pouvoir au peuple, d'autres qui sont pour un programme avec une spécificité monétaire ou sociale ou autre. Donc pour l'instant, ils sont en train de discuter de ce qui les rassemble. Ils vont très vite. Ils vont très très vite. C'est des gros, ça bosse dur. Ils font pas semblant. Ils sont aussi en campagne. Donc dans le, tout ça n'était pas prévu. J'imagine que le 4 janvier, ils n'avaient pas imaginé remettre tout en question en vue d'une candidature unique. Donc il y a aussi le fait qu'ils doivent digérer tout ça. Mais qu'on ait gagné, qu'ils réussissent ou pas, quoi qu'il arrive, on aura au moins gagné de les mettre ensemble. Ça, c'est déjà un pas énorme. Que ça soit pour présidentielle 2022 ou pas, déjà au moins ils se connaissent, ils ont les numéros de téléphone, ils se parlent. Euh, les différents conseillers et acteurs de chaque mouvement font des réunions ensemble. Il y a des réunions collectives qui représentent 5, 10 candidats par moment. Déjà, il se passe un truc. Ça, le 3 janvier, ça faisait partie de notre objectif, mais dans notre tête, on s'était dit, même si on arrive à en unir une partie, ça sera déjà énorme. Ben non, 95% à jouer le jeu. Donc on est sur un taux de réussite qui est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas affaire à des imbéciles. On a affaire à des gens qui ont mis des pieds, pardon, qui ont mis les pieds dans un panier de crabes, qui le savent et qui sont prêts, malgré toute la défiance qui règne et les égos et les sensibilités, à faire abstraction de certains détails pour se donner les moyens de réussir. Donc, quoi qu'il arrive, ils ont déjà gagné une bataille. Maintenant, il faut qu'ils en gagnent d'autres pour nous faire gagner la guerre. Ça, c'est donc pour la présidentielle. Et puis, tu disais, pour les législatives, vous avez des groupes locaux qui préparent les législatives déjà. Oui, il nous reste 8 départements à mailler, ce qui étaient les mêmes résultats que mi-décembre, mais on a un petit peu dépriorisé le choix des comités locaux pour se centrer sur l'émission et sur le début d'année. Euh, mais en dehors de ça, on a déjà 3 régions, je crois, qui sont maillées en termes de circonscription. On a, en dehors des 8 départements, des référents départementaux partout avec des circos qui sont en train de s'organiser avec des référents qui seront à la fois fixes et tournants et qui peuvent même être multiples en fonction des sujets, parce on part du principe qu'un référent peut maîtriser certains secteurs, mais si pour les besoins et les enjeux qui nous lient, il est nécessaire aussi d'associer les compétences et les motivations et sensibilités de chacun. Donc il y aura toujours des référents doublés, triplés. Et puis on continue, là, on a repris ce travail-là aujourd'hui pour finaliser un peu tout ça et qu'au mois de janvier, on puisse continuer d'aller faire des conférences de presse dans tous les départements avec nos responsables locaux. Pour l'instant, c'est Jean-Marc Governatori qui s'occupe de tout ça, mais il attend avec impatience que nous, les citoyens, prenions des circonscriptions et des départements en main et que nous menions nos conférences de presse. Donc, du coup, aujourd'hui, on a pris ça en considération et on a Katia Scherer qui, par exemple, a prévu de gérer 2 départements autour du 29 janvier quand on sera présent physiquement en Vendée, par exemple. Vous voyez. Donc, il y a plein de choses comme ça qui s'organisent. Je crois que notre force, c'est de nous écouter. Il n'y a pas, vous avez pas, il y a pas quelqu'un qui arrive en disant bon, on va faire comme ci, comme ça. Enfin, si moi, mais l'équipe est assez costaud et on se connaît tous très bien. Donc, pour me remettre sur les rails en disant attends, t'es gentil, là, il y a un fil conducteur, un cahier des charges, un frein à patte, ce que tu veux. Ça, si c'est prioritaire, il faut d'abord qu'on informe les autres et puis on te dira si ça l'est. Mais bon, voilà, il y a une vraie organisation qui se fait et reste le stade de la coordination où, pour se tester, les élections sont pas mal pour mener des actions ponctuelles, par exemple, avec les référents et une communication locale et nationale. Bon, on va se tester là dans pas longtemps, à partir de février, on va faire tout ça. Pour l'instant, notre com, on essaye de la réserver aux candidats et jusqu'à fin janvier, début février, on va essayer de rester centré sur eux et d'être présents s'ils ont des besoins ou autres, en sachant qu'on leur a bien dit qu'il y avait d'autres initiatives comme la nôtre qui étaient en route, qui fonctionnaient et qui allaient organiser des primaires ou autres, et que surtout ils ne se mettent pas le frein d'aller à droite ou à gauche et de revenir et de repartir. Que le principal était qu'on ait des résultats. Que ça soit avec l'AEC ou sans l'AEC, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'il y ait des résultats. Voilà. Et puis, les législatives,
Oui, on va faire quelque chose de sérieux, de très sérieux. Ok, les liens, tu disais, avec d'autres, il y a d'autres initiatives. Donc, j'ai bien compris la différence qu'il y a avec la primaire populaire. Mais par exemple, si je pense au Front populaire, là, c'est aussi quelque chose qui va de la gauche à la droite et ailleurs. Est-ce qu'il y a une ressemblance, une synergie ou des Le Front différences? Comment populaire, tu vois le lien? ce que j'ai vu du Front populaire, c'est qu'il y a quand même pas mal de spécialistes et de gens qui décryptent tout ce qui se passe et qui ont des solutions. Oui, ça pourrait aussi s'y allier de la même manière que ce que l'on est en train de faire est une forme de résistance passive et active qui nous permet à la fois de montrer l'exemple, de ne pas attendre que l'autre le fasse ou des élections, mais aussi de se mesurer aux échéances qu'il y a devant nous. Donc on se limite à rien. Demain, vous pouvez avoir une initiative qui nous est présentée dans laquelle on va juger que c'est totalement complémentaire ou, ou utile pour la société, dans laquelle on va se donner les moyens de la mettre en place. Vous avez des associations comme Ève Lève-toi, par exemple, qui est une association qui défend le droit des femmes. Vous avez aussi des associations qui défendent le droit du handicap. Vous avez des associations qui sont spécialisées uniquement sur la démocratie et la façon de le faire. Voilà, c'est vraiment, il y a une pluralité tant dans les sensibilités que dans l'approche que c'est difficile de le définir en vérité. Pour ce qui est disons, de la présidentielle ou bien des législatives et de tous donc de ces candidats, il y a la question de la crédibilité des promesses. Parce que les candidats vont faire des promesses. Comment vous faites, ou comment vous voyez les choses pour vous assurer que les promesses sont crédibles? Bah, nous, nous, si demain les candidats s'unissaient et qu'il manque, je ne sais pas, 50, 100 promesses, grâce à l'EAC, donc l'écologie au centre de Jean-Marc, il y a 40 élus au sein de l'EAC. Sur les 40 élus, il y a une eurodéputée et 39 élus locaux, régionaux, etc., etc. Ces 39 élus, demain, ils peuvent signer une promesse, mais peuvent aussi appeler leur réseau pour en ramener d'autres des promesses. Là, nous, on n'a pas travaillé sur les promesses ou sur une candidature, mais on sait qu'on a un potentiel qui peut venir combler l'éventuellement qu'il y aurait sur une union de ces candidats qui nous donnerait un nom. Donc, déjà qu'on ait une union, même si elle est partielle, et s'il manque 100 parrainages, 150 parrainages, ça ne voudra pas dire que ça sera acquis pour autant, mais on aura la possibilité de dépêcher des équipes grâce à Jean-Marc qui pourront éventuellement aller compléter ce qui va manquer. Donc, voilà, mais on n'en est pas là encore. Même si les échéances, on s'en rapproche dangereusement, c'est une étape qui peut aller très vite si elle est nécessaire. Mais elle n'a pas été faite parce que l'énergie est mise ailleurs actuellement. Donc ça, c'est pour les promesses de parrainage. Mais les Mhm. promesses des les candidats, ils veulent être élus, ils font des promesses pour être élus. Donc là, je ne parle plus des promesses de parrainage, mais des promesses que font les candidats pour être élus. Comment faire en sorte que ces promesses soient crédibles? Parce que les citoyens ne croient plus tellement les promesses que font les candidats. Alors, nous, on a pour les législatives, je ne vais pas parler pour les présidentielles parce que ce destin, la réussite ou l'échec ne m'appartient pas. On est juste un soutien de plus. On a réussi une petite étape, hein, on a réussi une étape importante, mais il y en a encore d'autres qui sont tout aussi importantes. Donc, tant qu'elles ne sont pas toutes franchies, c'est difficile de donner plus d'éléments. En tout cas, la spéculation, je la combats. J'évite de la faire. Par contre, pour les législatives, on va avoir un contrat citoyen qui va être à la fois une charte et un règlement intérieur dans lesquels le futur élu s'engage. Et il y avait une réunion ce soir de 18h à 19h où j'ai participé, où les animateurs ont bien avancé là-dessus. Il y a un peu de tout hein, dedans. Vous avez dans la charte, par exemple, de l'élu, dans le contrat citoyen, vous avez la signature, par exemple, de la charte anticorps. Vous voyez, et ça vaudra pour et ça vaudra pour toutes les initiatives crédibles qui aujourd'hui font consensus sur la place publique. En dehors de ça, c'est des engagements de valeur et de principes que l'on a mis. Voilà, et je vous en dirai pas plus parce que tant qu'ils ne l'auront pas validé, il est inutile de donner des éléments, mais elle représente quelque chose. Decidemos aussi
a mis son empreinte sur cette charte et continue de la mettre. Donc, vous aurez quelque chose dans lequel vous aurez une charte dans laquelle beaucoup de spécialistes et de citoyens auront travaillé depuis des années. Voilà, on n'est pas parti d'une feuille blanche. Comme je le disais au début, même sur ce sujet, on a pris et on s'est entouré des gens qui sont à même de pouvoir répondre à ces questions dans le délai d'urgence qui s'offre à nous. Parce que pour prendre l'exemple du RIC constituant, qui est donc l'un des objectifs du MCP avec le référendum obligatoire, il y a, il y a plusieurs façons de rendre crédible. On peut signer des chartes, comme tu viens de le dire, mais ensuite, il y a la question de savoir est-ce que ceux qui ont signé la charte, s'ils arrivaient au pouvoir, est-ce qu'ils respecteraient leur signature, disons. Et Alors, une autre façon... Hein? Oui, effectivement. Alors, ça, c'est en discussion, effectivement, parce que ce n'est pas écrit dans notre Constitution. Alors, pour la première question, voilà ce qui est écrit sur notre tract, mot pour mot. Donc, notre tract à évolution permanente. Député élu à la proportionnelle, RIC constituant permanent, reconnaissance du vote blanc, assemblée de citoyens volontaires tirés au sort, territorialiser le pouvoir citoyen au niveau du canton ou commune selon la taille, révocabilité des élus. Ça, c'est écrit. Et moi, ça, c'était déjà écrit dans ma campagne régionale cette année, et c'était pareil pour Jean-Marc Govanatori. Et on ne s'est pas fait attaquer là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé un truc dans le système, c'est que là où ils auraient pu dire « ouais, c'est des magots, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal », eh bien, à aucun moment on n'a été attaqué là-dessus pendant notre campagne. Donc, il y a un degré de maturité qui a augmenté cette année. Le tout est de pouvoir certainement le développer. Donc ça, c'est pour la première question. Et pour la deuxième, quand on voit la violence qui règne dans le pays, je vois mal des citoyens, moi le premier, je ne me vois pas prendre un engagement envers des dizaines, des centaines et des milliers de citoyens et ne pas le respecter. Je crois que si c'était le cas, la défiance et la colère seraient bien plus importantes que les citoyens ont envers ce système, parce que ça serait considéré comme une double trahison. Ces gens-là nous méprisent. Nous, on a la chance d'avoir la confiance de pas mal de citoyens, en tout cas du Bloc populaire. Je ne m'imagine pas le comité d'accueil un jour chez moi si je devais signer des engagements sur la place publique et ne pas les respecter. Je pense qu'au-delà des lois dans lesquelles on est régi, il y a aussi l'aspect moral et humain qui rentre en ligne de compte. On est très, très dur entre nous, très, très virulent. Et si en plus des citoyens s'engageaient à respecter des règles et un cadre et qu'ils ne le fassent pas et qu'ils s'assoient dessus, je ne suis pas sûr que... Je pense qu'on pourrait imaginer une forme de tribunal populaire qui pourrait s'instaurer naturellement devant la personne qui n'aurait pas tenu ses engagements. Donc, avis aux amateurs, je pense qu'on est devenu intolérant à la trahison, intolérant au mensonge et à l'individualisme. Donc, je ne suis pas sûr qu'on se ferait des cadeaux. Parce que il y a une façon simple de faire un tribunal populaire pour la présidentielle, en tout cas. Pour la législative, c'est un peu plus difficile, mais pour la présidentielle, il y a une façon simple de faire un tribunal populaire parce que ce tribunal populaire, c'est simplement les législatives. Donc, si je prends par exemple l'exemple du RIC constituant, on pourrait avoir un candidat à la présidentielle qui dit je m'engage à lancer le référendum sur l'instauration du RIC constituant, à signer le décret qui organise ce référendum. Je m'engage à le signer avant les législatives. Donc, s'il ne le fait pas avant les législatives, ben là, le tribunal fédéral, le tribunal populaire, il sera au moment des législatives. Ça c'est le minimum, Pierre-Alain. On a été bien plus loin que ça. Ça, c'est le minimum. Les citoyens qui veulent s'engager demain, ce n'est pas pour avoir une place. C'est pour rapporter l'équilibre et occuper l'espace vide qui règne en politique et dans notre vie en général. C'est pour ramener la paix, réconcilier et pacifier le pays. Donc, la démocratie peut être aussi dangereuse qu'elle peut être sauveuse, mais si elle est faite par des gens sains et contrôlée par un maximum de citoyens, normalement, nos garanties, on les a naturellement. Mais je suis assez d'accord, tout à l'heure dans la réunion, j'écoutais parler de dire qu'il y a aussi sur le salaire de l'élu, il va y avoir des investissements. L'élu s'engage à investir dans les bureaux locaux, les comités locaux pour faire vivre la démocratie et les sujets d'écologie alimentaire, sociale et solidaire et énergétique. L'élu s'engage, en cas de non-respect, à passer
à être révocable, mais aussi à avoir des amendes financières. Il y a des choses comme ça déjà qui ont été posées et qui, pour moi, paraissent totalement cohérentes. Je j'ai jamais vu, je connais pas une entreprise en France dans laquelle les salariés décident à la place du patron. Jusqu'à preuve du contraire, les salariés, avec tout le respect qui leur est dû, c'est les élus actuels, c'est l'élite. Bon, ben, depuis quand l'élite qui est payée par les contribuables, les élus, se retrouvent patrons payés par. Donc, c'est les salariés qui payent les patrons. Voilà, en gros, c'est ça la politique que l'on vit maintenant. Il y a quand même une aberration là-dedans et il n'y a pas besoin de s'intéresser ou d'être militant ou de maîtriser les sujets pour se rendre compte que là-dessus, c'est complètement illogique. Il n'y a pas besoin d'être complotiste pour dire qu'aujourd'hui, ce sont les salariés qui payent les patrons. Et quand on râle et qu'on dit qu'on n'est pas content, on nous dit non mais vous avez rien compris mes amis. Ben si, on a bien compris. On a bien compris que vous êtes les salariés, que c'est nous les patrons qui vous payons et que vous avez transformé le rôle, vous nous avez remis en salariés, qu'en plus on continue de vous donner. Enfin bref, on marche sur la tête quoi. Donc maintenant les patrons c'est nous, ben, les patrons payent leurs propres salariés, pas de problème, pour un boulot dans lequel on n'est pas content et dans lequel on n'a ni le droit de licencier ni le droit de donner notre avis, et que pire, quand on le fait, on vit une répression ou une atteinte au jugement qui est totalement subjective. Alors, je crois qu'on a bien compris les objectifs et puis la stratégie de l'Alliance éco-citoyenne. Et la question maintenant, ça serait ben, si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui aimeraient participer à Alliance éco-citoyenne, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Je pose la question. D'une part, tu parlais de maillage territorial que vous avez à Alliance éco-citoyenne. Au MCP, on a aussi un maillage, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, il y a la question par rapport à ceux qui nous écoutent et qui sont au MCP, entre mais aussi parenthèses, par rapport à... Entre parenthèses, vous m'avez même pas soutenu pour les régionales. Je vous avais appelé pour m'aider à militer pour la campagne. Et pourtant, je remplissais les. Ah, je dis ça avec un petit clin d'œil et beaucoup d'humour. Je sais que vous étiez occupé. Je crois Je que t'en prie, Pierre-Alain. le MCP, par exemple, pour la présidentielle, en tant qu'organisation, il va soutenir personne. Je sais. Donc le MCP Quelle tristesse. soutient jamais personne. Enfin, pour l'instant, elle pourrait changer d'avis, mais c'est la décision du MCP pour l'instant, ce qui n'empêche pas des membres du MCP, eux, de soutenir activement. Donc là, au niveau, par exemple, je pense, à moins qu'il y ait un changement au sein du MCP, j'imagine que le MCP ne va pas forcément soutenir les candidats aux législatives que vous soutenez. Mais il pourrait tout à fait y avoir dans le maillage territorial du MCP des militants du MCP qui seraient intéressés à participer Mais je m'en à souviens, Alliance éco-citoyenne. Pierre-Alain, tu te souviens, j'avais fait partie des personnes qui étaient à l'initiative du MCP, donc pas celui qui a eu l'idée ou qui a soufflé le nom, mais qui a participé en mettant des réseaux, en participant en réunion, en structurant tout ça. Et déjà à l'époque, c'était le sujet phare, c'est on monte quelque chose pour tout démocratiser, organiser les comités. On t'entend plus là. C'est moi qui ai un problème ou bien je n'entends pas? Je crois qu'on Non, va passer. Pierre-Alain, on Oui, t'entend, Pierre-Alain, on t'entend, mais on n'entend pas Jérémy. oui, j'entends plus Jérémy, ouais, c'est ça. Donc l'idéal, ça serait que Jérémy puisse retrouver le son. Peut-être que non, son micro est ouvert. S'il pouvait retrouver le son, finir de Oui, je répondre suis à la là, je question. sais pas si. Ah super, ça on t'entend maintenant, c'est bon. Ouais, Alors si je tu sais peux pas ce qui s'est finir de passé. répondre à la question sur comment on peut participer concrètement à Alliance éco-citoyenne pour les gens qui sont au MCP qui nous écoutent, mais aussi pour ceux qui ne sont pas au MCP. Et puis après, on passera aux questions des internautes. Alors, euh, on a un site internet, on a une page Facebook, mais on a un site internet, donc alliance-éco-citoyenne.fr, dans lequel vous avez numéro de téléphone, permanence, boîte mail, fiche d'inscription éventuelle et autres. On a tout comme vous une plateforme Discord avec les différents ateliers dans lesquels on peut envoyer des liens et donner les accès là où il y a besoin d'avoir les accès.
Et puis en ce qui concerne le MCP et l'AEC, ainsi que tous les autres, on serait ravis, nous, de partager avec le SCP que nos militants, que notre base, qui est à la base, le noyau de nos initiatives, puissent se rejoindre, apprendre à se parler, travailler ensemble ou soutenir à minima les actions des uns et des autres, parce que c'est à travers cette forme d'union-là que peut-être, naturellement, on ne se posera pas la question de savoir si on soutient ou pas, si on aide ou pas. Voilà, ça peut être une des stratégies. Bien, merci bien. Et maintenant, Gaël, la parole est à toi pour passer aux questions des internautes. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Gaël. La première question est de Steno. Quelle place a le RIC, et notamment en matière constitutionnelle, dans votre projet? Il a une place majoritaire puisque à travers le RIC, on peut à la fois séparer les pouvoirs politiques, à la fois séparer les pouvoirs institutionnels sur le poids des GAFAM, des labos pharmaceutiques et autres, à la fois faire en sorte que les citoyens soient acteurs et donc puissent décider des lois qui les concernent et influent dans la vie de tous les jours. Et c'est surtout, moi je fais partie des gens qui partent du principe que les citoyens en général devraient bénéficier de l'incessible droit de voter les lois. C'est pas mes mots, c'est les mots de Stéphane Gréchet de la première démocratie. Je lui ai emprunté ponctuellement et je le remercie. Donc, une place majoritaire, bien évidemment, puisque grâce à la démocratie, grâce au RIC, on permet de régler à la fois les maux de tête institutionnels, constitutionnels, humains, mais aussi de pouvoir être productif et efficace sur les solutions. Voilà. Ok, merci. Steno a une deuxième question. Quid du financement de votre mouvement et de votre projet par un politicien, Jean-Marc Governatori? Ce mécène garantit-il votre indépendance et le pluralisme des idées au sein de votre mouvement? Il n'est pas dans la prise de décision de l'AEC, pourtant on lui a proposé d'y être avec des membres de son équipe dans cette collégiale. Il a beaucoup d'expérience, donc il savait de toute façon les critiques qui viendraient à lui. On parlerait de lui comme une forme de récupération, etc., etc. Il est tellement au-dessus de tout ça qu'il a dit non, moi je reste un soutien financier pour l'AEC. Dites-moi de quoi vous avez besoin, ne me faites pas de gaspillage parce que je suis pas comme les gens le disent, tout ne tombe pas du ciel. Néanmoins, j'en ai suffisamment pour pouvoir vous fournir ce qu'il vous faut pour que l'émiettement que vous vivez depuis des années, non pas à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais en général, puisse se combler par une force organisationnelle et structurelle digne de ce nom, comme nous, les écologistes indépendants, je le cite, ou le bloc régionaliste. Donc non, il donne son avis, il apporte des conseils, il participe aux actions, mais en aucun cas il s'impose ou il cherche à nous emmener dans une direction dans laquelle on n'aurait pas envie d'aller. D'ailleurs, il évite de proposer et il fait en sorte de toujours répondre en dernier pour éviter justement de faire peur ou de ne pas être rassurant. Voilà. Merci. Une question de Rémi. Dans éco-citoyenne, le éco fait-il référence à un pouvoir environnemental ou à la confusion de politique environnementale? Entre parenthèses, un pouvoir ne peut pas être une politique. Écologique, économique, éco-sociétale, chacun l'interprétera comme il veut. Moi, ça dépend des sujets. Le éco, je l'interprète en fonction des sujets que je traite. Et c'est ce qui me plaît justement. Au régional, c'était démocratie écologique. J'adorais. J'étais content. On avait trouvé ça une des rares idées que j'ai eues. J'en aurais certainement pas d'autres avant 10 ans, donc je m'en targue. Et éco-citoyenne, ça me plaît parce que ça peut être écologique, ça peut être éco-sociétal, ça peut être ce qu'on veut. Chacun voit midi à sa porte et ça nous va bien. Très bien, merci. Une question maintenant de Didier. Je vais assez vite parce que je sais que tu es pressé. Avec 6% d'inflation et 126% du PIB d'endettement, comment faire? Alors, déjà, il faut avoir le pouvoir d'être écouté. Parce que si demain, on nous demande des solutions, au-delà du sujet démocratique, il y a déjà, sans parler d'évasion fiscale, des 100 milliards d'évasion fiscale, vous avez déjà le CICE et le CIR, c'est 25 milliards. 25 milliards, vous les reportez sur les salaires égaux ou inférieurs au SMIC et vous donnez 300 € à tout le monde. Donc ça, il y a déjà une première option. Ensuite, on produit 2500 milliards par an en France.
Moi, j'aimerais bien savoir où ils sont, parce qu'il y a un budget de 246 milliards pour la France, il y a 830 milliards d'aides sociales, et après, on peut détailler le reste. J'ai beau tout détailler, j'arrive jamais aux 2500 milliards. Donc, je me dis que peut-être, tant au niveau des frais régaliens, des frais de fonctionnement des élus ou autres, tant que le pays va mal, il y a peut-être une redistribution et un nivellement par le bas à faire. Donc, si on avait le pouvoir, évidemment qu'il y a de l'argent un peu partout. Il peut être distribué sur le pouvoir de vivre, le pouvoir d'achat, mais si on veut que tout ça vaille quelque chose, il devra aussi être distribué à nos institutions. Et c'est là où la démocratie va rentrer en ligne de compte, c'est qu'on a besoin d'autonomiser nos institutions, on a besoin de contrôle, on a besoin de mettre les citoyens au cœur de tout et les experts au cœur des propositions de ce fait. Donc voilà, il y a plein de solutions financières. Moi, j'imaginais une transition sur les 830 milliards d'aides sociales qui pourrait se faire non pas dès le début, mais progressivement sur 2 ans, dans lequel les 830 milliards petit à petit seraient régulés sur les salaires, ce qui veut dire qu'à défaut que les gens se lèvent le matin avec un salaire de misère et un travail qu'ils n'aiment pas, ils auraient la possibilité, quand ils travaillent, de pouvoir bénéficier d'aides sociales, ne serait-ce que déjà ça valoriserait le travail. Et puis peut-être que ça inciterait ceux qui, aujourd'hui, de manière justifiée, ne travaillent pas, parce qu'aujourd'hui, sans travailler, on gagne plus d'argent qu'en travaillant. Donc, et ça, c'est la grande division, ça a été le coup de maître du système, c'est d'arriver à faire de diviser les Français entre ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Et ben moi, je dis bravo, je dis que ça, faut que ça cesse. Je pense que demain, ceux qui se lèvent le matin, ils devraient faire tout doit être mis en œuvre financièrement pour que du premier au dernier jour du mois, même s'ils mettent pas d'argent de côté, ils puissent au moins vivre dignement. Après, il y a plein d'autres options financières. Il faut de toute façon récupérer une souveraineté monétaire. Ça peut être fait dans les premiers mois d'une prise de pouvoir, dans laquelle on peut créer déjà dans un premier temps des monnaies locales. Ensuite, on peut verrouiller la TVA sur les produits de première nécessité. Peut-être sortir des fonds bien précis sur des caisses ou demander une participation suite au retrait de l'ISF. Peut-être, évidemment que l'ISF devrait être remis parce que déjà, ça posait pas de problème à ceux qui l'ont payé, ils l'ont tous dit. Ensuite, ça permettait aussi de faire une défiscalisation sur les associations. Et les associations, depuis qu'il n'y a plus l'ISF, elles souffrent. Elles sont obligées d'aller chercher des demandes d'aide au crédit, de demandes de crédit au niveau de l'Europe. Et donc, elles croulent sous le poids administratif. Donc, il y a plein de choses à faire. Je sais qu'on a un plan qui est prévu et qu'il y a d'autres solutions, tant sur les énergies aussi, tout ça, ça doit être gelé. Et puis, si on veut être un peu utopique, tout ce qui nous a été vendu, qui récoltait de l'argent, ou tout ce qui nous a été promis, qui devait nous appartenir, il va falloir le mettre sur la table. Et puis peut-être il y a aussi certains traités européens qu'il faut remettre en question. Aujourd'hui, on donne 100 milliards à l'Europe, on paye aussi plus de 60 milliards par an avec 40 milliards, avec presque 20 milliards d'intérêts. Bon, peut-être qu'il va falloir mettre un stop là-dessus le temps que les citoyens et le pays soient redressés. Voilà, il y a des choses réalistes, des choses un peu plus utopiques, mais un sujet utopique ne veut pas dire que c'est pas réalisable. Simplement, il faudra le prendre faudra traiter tout ce qui est le plus faisable au jour le jour et voir pour le reste. Merci. Alors, Jérémy vous pose la question, en portant le débat sur des mesures jugées liberticides ou en remettant en cause la version officielle et la gravité de l'épidémie, ne pensez-vous pas faire le jeu électoraliste des élus et cliver les citoyens alors qu'il faudrait précisément que les citoyens convergent autour d'une idée rassembleuse ? Je ne sais pas ce que j'ai pu dire qui peut laisser penser que je m'opposerai aux vaccinés ou aux non-vaccinés ou au fait qu'il y a une vraie épidémie. Il y a un vrai virus. Moi, je suis grippé en ce moment. J'ai fait deux tests négatifs. Pourtant, j'ai une grippe. Je connais plein de gens qui sont testés positifs. Ils n'ont pas de symptômes. D'autres qui ont des symptômes. Il y a une vraie merde qui règne dans le pays. C'est évident. Maintenant, si je dois intervenir sur la crise sanitaire et je le fais pas généralement, je dirais que si je suis pas en adéquation avec toutes les prises de décision, c'est qu'on se sert d'une crise sanitaire pour nous enlever nos libertés, pour nous enlever nos lois et finir de nous aliéner. Je suis très en colère par rapport à ce qui se passe sur nos enfants. J'ai la boule en ventre quand je vois mes enfants porter un masque à l'école, surtout un masque qui, passé 20 minutes, ne fait que respirer des microbes et lui empêche justement de développer des antiviraux ou des anticorps naturels. Après, je m'oppose pas au vaccin. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est écrit d'ailleurs dans notre Constitution, si je ne m'abuse. Normalement, on est censé être libre de notre corps. Là, on arrive dans une société qui est très autoritaire, qui nous prédit des règles. Tout ça parce qu'il n'y a pas de moyens. En France, il faut 15 lits de réanimation pour pouvoir traiter. Avant la crise sanitaire, il fallait 15 000 lits de réanimation par an dans notre pays pour traiter la grippe, pour traiter les pneumonies, les opérations
en cours, les accidents et autres. Aujourd'hui, on les a pu. Ils continuent d'en enlever. Il en a enlevé je ne sais pas combien, des milliers encore. Et puis, au nom des manques de moyens et de la destruction de nos hôpitaux, on nous demande à nous de suivre des règles qui sont à la fois incohérentes et inutiles dans une crise sanitaire. Parce que protéger les gens, oui, mais les gens âgés, les gens volontaires, les gens fragiles, les gens qui le souhaitent, mais en aucun cas toucher à la totalité de la population et encore moins à nos enfants. Ça, je trouve que c'est pas logique. Et tant qu'on m'aura pas prouvé le contraire, je continuerai de penser comme ça. Voilà. Maintenant, je reste ouvert. S'il y a des arguments qui prouvent que ça fonctionne en dehors d'une éventuelle saturation des hôpitaux ou même le personnel en aura la casquette, eh ben qu'on me le prouve. Je suis ravi, je suis preneur. Je sais pas tout. Merci. Gilles s'interroge sur la mention premier parti de France. Ouais, j'ai trouvé ça aussi un peu prétentieux. C'était première force politique de France. On va dire que c'est un coup d'accroche qu'on avait tous décidé, malgré qu'on soit d'accord ou pas d'accord. De toute façon, toutes les prises de décision en interne sont votées. On a des plateformes de vote, comme je le disais. Moi, j'ai souvent fait des votes dans lesquels pour l'instant, tous les votes qu'on a fait en interne, pour anecdote, je n'ai jamais gagné un seul. Donc, il y a tous les votes où j'ai voté, ça s'est jamais passé. Néanmoins, l'avantage de faire ces processus démocratiques nous permet au moins d'accepter. Il y a une forme d'acceptation dans le vote qui est plutôt sympa, qui nous permet de nous respecter plutôt de nous opposer. Effectivement, je trouve ça un peu prétentieux, je suis pas le seul. Néanmoins, ça a permis de bousculer un peu les lignes et au démarrage de faire parler un peu les gens. Donc moi, ça me va bien sur cet aspect-là. Après, notre ambition, quand on dit première force politique, c'est que vous soyez du MCP, que vous soyez de l'AEC, que vous soyez de n'importe quel mouvement, à partir du moment où vous militez, ou vous contestez, ou vous râlez, ou vous proposez des choses, vous faites de la politique. Donc on est dans cette optique-là. On en a marre que des mots soient galvaudés et soient censurés par un système qui ne veut pas qu'on les utilise. Donc on se fait un malin plaisir de les utiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, ce vote a dû passer, parce que justement, on avait expliqué qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'employer à cause du système. Donc justement, c'est peut-être ceux-là qu'il faut prendre. Voilà. Très bien. Pensez-vous, alors je ne sais pas qui pose cette question, mais pensez-vous que les différents candidats puissent se rallier pour les parrainages pour pouvoir en faire émerger un seul? C'est déjà, il y a 10 jours, le 4 janvier, ils ne se connaissaient pas. Certains se connaissaient, mais ils ne se connaissaient pas. Tout le monde pensait qu'il y avait quelques candidats, mais qu'il allait être seul. Il y a Grégoire Lecoq de la primaire des Françaises et des Français qui est dedans, qui avait 7 candidats, dans laquelle il en a fait venir 3 en visio pendant l'émission du 4. Aujourd'hui, il y a tous ces candidats qui sont là, il y a toujours les autres. Ça veut dire qu'on est parti de 21 candidats. À la fin de l'émission, il y en avait plus de 19 et aujourd'hui, il y en a 24. Donc, tant qu'ils sont encore ensemble et qu'il y aura une alliance, c'est sûr. Vous avez, je ne veux pas citer des noms plus que d'autres parce que je les trouve tous admirables. Très difficile en fonction de ses sensibilités de remettre en question et de dire je vais donner tout mon travail à un mec ou une nana que je connais pas. Ça doit être horrible pour eux de se dire tant pis, faut passer la pilule à leurs équipes aussi. Les équipes qui ont bossé, elles ont bossé parce qu'elles ont cru en la personne qui s'est annoncée. C'est pas des gens, c'est pas des illuminés, c'est des gens qui croient en leur candidat. Arriver à passer tous ces obstacles et être en train, à l'heure où on se parle, de discuter pour se savoir, quoi qu'il arrive, il y aura une alliance. Est-ce que ça sera dans le bon timing? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura le temps d'aller chercher le reste des parrainages? Je ne sais pas. Est-ce que cette candidature va représenter une force qui permettra d'atteindre au bas mot 17%? Ça m'étonnerait. Mais prêtons-nous à rêver tant qu'on n'y est pas encore. On a le droit de rêver. C'est encore gratuit. Faisons-nous un petit plaisir. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Une chose est sûre, il y a une étape importante qui a été franchie. Ces candidats sont très conscients des enjeux et très conscients qu'on n'aura jamais eu une ouverture aussi belle que celle qu'on a maintenant et qu'il y a des chances que le système par la suite le verrouille pour que même ce genre d'initiative ne puisse même plus se produire. Donc à eux de jouer. Voilà, nous on leur fait confiance et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir les aider, les soutenir et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. Merci. On arrive à la dernière question. Donc, on aura respecté le timing. C'est une question de Rémi. La problématique de responsabilité et des pouvoirs ne perturbe-t-elle pas du fait que le Kratos n'est pas bien ni identifié ni défini? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis en dehors de ça, il y a aussi une question de maturité. Moi, je le vois quand je discute avec Antoine Guigné, par exemple. Des fois, il part dans des explications techniques où je suis obligé de lui demander de répéter parce que j'ai pas tout compris.
La deuxième fois, par contre, ça me paraît un peu plus clair. Mais je pense qu'il y a une éducation populaire à faire justement pour que on ait tous un niveau minimum de connaissances sur un socle minimum de temps d'implication pour éviter justement les oppositions ou la division. Et ça, c'est pas une mince affaire. Néanmoins, pour l'instant, on s'en sort bien. Donc, on ne cherche pas à brûler les étapes. On sait très bien que si on est capable de faire un saut de, si on fait du saut à longueur et qu'on sait qu'on saute 4,50 m, on ne s'amuse pas à tenter un saut de 9 mètres. Voilà, pour l'instant, on avance par étapes. Super, ben, je te remercie. Voilà. Ben, Merci merci à vous. Gaël, Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. merci Gaël d'avoir remonté ces questions des internautes. Je crois que maintenant vous avez une base pour vous faire votre propre idée de l'Alliance éco-citoyenne. Et puis si vous le souhaitez, vous avez aussi des indications sur comment y participer. Si vous avez raté le début de cette vidéo, vous pourrez la voir sur la page YouTube du MCP. Et puis on mettra aussi dans la description de cette vidéo le lien sur Alliance éco-citoyenne et puis le lien aussi sur MCP. La prochaine émission, ce sera mardi dans 2 semaines, le 25 janvier à la même heure, à 20h30. Et c'est sur l'intelligence collective. Nous accueillerons Jean-Michel Cornu, qui est un spécialiste de l'intelligence collective. Et puis, il y aura aussi Jean-Christophe Cicéron, qui est au MCP, formateur dans le domaine de l'intelligence collective au MCP, et puis qui est aussi à l'initiative de la création de l'Université populaire du MCP. Donc tout ça, c'est pour le 25 janvier. Et donc, il me reste à remercier tous les participants, la régie, Jérémy, Gaël, Eva, et puis, bien sûr, te remercier toi, Jérémy Clément.